Mais je suis ravi d'être à Lyon parce que à Londres, il fait pas beau non plus, je vous rassure. Voilà, écoutez, merci de l'invitation. Je crois qu'on a beaucoup de choses à échanger dans l'industrie, dans l'agriculture. Voilà, tout ça, ça fait partie de la souveraineté française. L'enjeu de la souveraineté, c'est politique, c'est pas qu'une entreprise. C'est l'enjeu des filières. J'ai entendu le prédécesseur parler de il faut tracer son sillon. Voilà, dans l'agriculture, on sait ce que c'est, semer pour récolter, tracer son sillon. Pour autant, l'agriculture, c'est de l'industrie. Alors bien sûr, quand je dis ça, dans certains circuits courts, je me ferai jeter des carottes quelque part sur la tête, quelque part. Mais l'industrie, c'est l'agriculture et tout doit être lié. Parce que savez-vous que quand il s'agit des céréales, 1 tonne sur 2 de blé français est exportée. Et donc on a un enjeu géopolitique très important. Savez-vous que depuis 2014, quand la Russie a envahi la Crimée, et quand finalement les premières guerres sont arrivées dans le Donbass, on a sanctionné la Russie en disant on ne va plus vous apporter de céréales. Vous allez maintenant être boycottés. Qu'est-ce qu'ont fait les Russes? Ils ont relancé leur agriculture. Et aujourd'hui, la Russie, c'est le premier producteur et exportateur de blé, notre premier concurrent. Donc vous voyez, il faut faire attention quand on est barrière, il y a des conséquences derrière. En 2014, on n'y croyait pas, en 2024, ce sont nos premiers concurrents. Et notre premier client, qui est l'Algérie, historique avec la France, a switché sur du blé russe. Donc vous voyez les conséquences de la géopolitique et les impacts qu'il peut y avoir sur la filière. Et quand je parle de la filière, pas que la partie trading, mais la filière meunerie, la filière transformation du malt, j'y reviendrai. Alors notre histoire, In Vivo, elle a vraiment démarré en 2014. En 2014, on avait une entreprise qui était une union de services, on va dire, quelque part, et on s'est dit on va créer un groupe industriel, sans demander d'argent à personne, en créant notre propre valorisation par rapport à certains business qu'on a pu effectivement valoriser. On s'est diversifié à l'international dans l'industrie de nutrition animale. On a fait beaucoup d'acquisitions dans l'ensemble du monde entier, finalement. On a créé le numéro 3 mondial à l'international de la nutrition animale. Ensuite, on a cédé cette activité. Une activité qui valait peut-être 50 millions, on l'a cédé 1,7 milliard, 5 ans après. Et avec ce 1,7 milliard, on a racheté le groupe Soufflet. Donc vraiment le groupe privé qui était sur le marché en compétition avec des Chinois, en compétition avec des Américains et des Canadiens. Ça s'est passé pendant le Covid. Et je remercie la famille Soufflet d'avoir accepté votre offre parce que c'est la solution française qui a été choisie. Imaginez des Chinois rentrant dans l'agriculture française en reprenant le groupe Soufflet. Donc voilà, quand on parle de souveraineté, In Vivo, on est vraiment au cœur du débat, du combat géopolitique. On a vraiment envie d'avancer pour justement aider à la structuration de la filière sur l'agriculteur, mais aussi sur la transformation, première, deuxième transformation. Une fois qu'on a racheté Soufflet, on a vu en Soufflet qu'on n'était pas vraiment leader dans le malt mondial et on a acquis 6 mois après UMG, rien à voir avec la musique, UMG, donc un leader australien, très présent aussi aux États-Unis et en Angleterre. Et donc on est devenu le premier malteur mondial sur la filière orge brassicole. Vous voyez, tout ça en 3 ans, 4 ans. Voilà, et on va continuer. Je rentre d'Angleterre. Pour l'anecdote, savez-vous que 70% du whisky écossais vient du malt fait par In Vivo, grâce à nos usines à Inverness. J'ai dit au Premier ministre anglais, il ne savait pas, mais du coup, voilà, ça a relancé notre partenariat. Sur la partie bière, 1 bière sur 3 vient de notre malt à nous, de savoir-faire français. Donc quand on est en B2B, vous le savez bien, on est moins connu, mais quand on commence à rentrer dans les filières, on voit qu'on fait beaucoup de choses. Et dans ce monde complexe où il y a énormément d'impact, il faut savoir rebondir sur les impacts. Il faut avoir un cap, une vision. Notre vision, c'est de créer un grand groupe, on va dire, agricole, agroalimentaire européen. On est en marche et on est parti de 3 milliards, on est à 12 milliards, on a des perspectives à 20 milliards d'ici 2035, en faisant du build-up, en créant des synergies et en démontrant que sur des métiers de la vieille économie, on va les appeler comme ça, il y a des choses à faire dans la structuration. À partir de là, la taille, elle sert aussi à financer l'innovation. La taille, c'est des moyens qu'on se donne pour créer une Digital Factory. On a créé une Digital Factory, 100 millions d'euros d'investissement depuis 2017, pour gérer les data agricoles. Et ça, c'est très important, data agronomiques, les data commerciales,
Tout ça, on fait des panels, ça permet de faire du prédictif pour les agriculteurs et de prévoir les différents impacts du climat pour mieux produire, donc produire plus, mieux et durable. C'est ça l'enjeu demain, donc donner des revenus supplémentaires à notre agriculteur. C'est aussi travailler l'impact carbone pour l'agriculture. On veut démontrer que l'agriculture est une solution au réchauffement climatique, mais pas un problème. Parce que les sols captent du carbone. Il faut le savoir. Et donc, on va pouvoir arriver à être neutre en carbone assez rapidement, dès l'instant où on sait travailler la qualité des sols. Donc là, je suis un peu dans l'agriculture, je m'excuse, mais c'est important de le savoir. Ce qu'on appelle, c'est l'agriculture régénératrice. Ça veut dire qu'on rentre dans des schémas de rotation de culture avec des légumineuses, ça enrichit les sols mécaniquement. Et donc, comme le sol est plus riche, il capte du carbone. À partir de là, on peut dire à nos clients, si je prends l'exemple de la filière brassicole, nos grands brasseurs qui sont les clients, qui veulent s'engager sur une bière complètement décarbonée, par exemple en 2035, on va vous accompagner dans le scope 3. Parce qu'on mobilise toutes nos troupes, quelque part, pour travailler cette dimension neutralité carbone au niveau de l'exploitation. Quand on parle de neutralité carbone, on parle des engrais. Quand on parle de souveraineté aussi, il faut qu'on parle des engrais. Beaucoup de communications aujourd'hui disent finalement la France, on est autosuffisant, tout va bien, on exporte des céréales, on a des fruits et légumes, tout va bien. Sauf que sans engrais, il n'y a pas d'agriculture. Or, savez-vous qu'on est dépendant à 100% des engrais sur les importations, notamment les engrais russes. Et donc, on a vécu en 2023-2022 une flambée des cours des engrais, 800 € la tonne. Ça a fait exploser la ferme France. Donc, on s'est dit, il faut absolument, pour réguler le marché, relocaliser de la production d'engrais en France. Relocaliser la production d'engrais en France. Quitte à relocaliser de la production d'engrais en France, autant que ce soit des engrais issus de la filière, des filières renouvelables, de l'hydrogène notamment, de manière à ce que ce soit des engrais décarbonés. Si vous décarbonez les engrais, vous réglez 50% du bilan carbone d'une exploitation agricole. Donc ça nous permet de changer à l'échelle. Et donc on a un projet qui s'appelle Fertig, donc voilà, où on est off-taker, parce qu'il faut savoir qu'InVivo, on est aussi une centrale d'achat. On achète 35% du marché français des engrais, donc on est capable d'apporter 500 000 tonnes et de remplir l'usine. Bien sûr, tout ça, ça se calcule d'un point de vue économique. Hein. Il y a des enjeux. Mais le principe, c'est qu'on est engagé pour le bien commun, pour que cette usine se développe en France et pas en Espagne. Parce qu'au départ, elle était en Espagne. On a demandé la relocalisation, maintenant, c'est parti, c'est au nord d'Amiens. Le projet est lancé, on a les autorisations. Et donc, on est très fiers de ça. C'est-à-dire que nous, en tant que clients, on a demandé à nos fournisseurs d'investir dans l'industrie française. Sur les engrais, ça coche toutes les cases. Donc on rentre dans le schéma de la décarbonation et aussi on commence à régler notre problème de dépendance aux importations, donc de souveraineté. Et tout ça, c'est un cercle vertueux qu'il faut initier maintenant. C'est dans la crise que naissent les opportunités. C'est maintenant qu'il faut appuyer sur le bouton. C'est maintenant qu'il faut avancer. Et donc voilà, on encourage, je sais que c'est un investissement très important. Bon, vous savez bien, 1,3 milliard d'investissement. Voilà, il faut le faire, il faut y aller. On a les soutiens de l'État, de la BPI, la BEI, donc on a vraiment tous les soutiens. Les Espagnols, on est en train de faire un tour de table. Bon voilà, je pense que ça va se faire. Tout est prêt, on a toutes les autorisations. On n'a pas de recours. Miracle, pas de recours sur une usine comme ça, Seveso. Incroyable. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une prise de conscience, peut-être, des régions, de l'opinion publique sur ces enjeux de souveraineté alimentaire, encore plus aujourd'hui qu'hier, avec l'effet Trump, quelque part, qui met beaucoup d'anxiété dans le système. Et donc on a vraiment envie, nous, de pousser, continuer à pousser, de faire la démonstration qu'avec cette usine qui sortira de terre, on l'espère en 2030-2031, on aura 500 000 tonnes d'engrais verts. Donc ça veut dire que, c'est en nord de la France, on pourra produire 3 à 4 millions de tonnes de céréales décarbonées en commodities. Et ça veut dire qu'avec Oronex, on a parlé avec eux, on pourrait faire coter un blé vert avec un premium de prix par rapport aux commodities classiques. Et ça intéresse tout le monde. Ça intéresse nos politiques. Emmanuel Macron, à qui on a présenté le projet, ça intéresse la ministre de l'Agriculture, qui dit mais ça c'est l'avenir. Ça veut dire qu'on peut produire plus, mieux et durable, et en même temps on peut régler notre problème de souveraineté en relocalisant de l'industrie qui était partie en Russie, aux États-Unis avec le gaz de schiste, etc. Donc, bien sûr, il y a une question de prix. Bon, il y a des efforts à faire sur le prix, chacun doit contribuer, le client, voilà, les politiques publiques un petit peu quand même aussi. Et puis il y a un enjeu qui est très important,
peut-être que vous en parlez moins aujourd'hui ici, c'est la valeur du crédit carbone. C'est-à-dire que vous savez que l'agriculteur aujourd'hui peut, avec son puits de carbone, accéder à vendre des crédits carbone, quelque part, grâce à sa terre, si elle est bien travaillée. Et donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est valoriser au mieux ce marché du carbone. Aujourd'hui, le prix est tellement bas qu'il n'y a pas de marché finalement. Donc il faut alors peut-être trouver un écosystème collectif, une solidarité des filières françaises pour dire est-ce qu'on peut valoriser les crédits carbone issus de l'agriculture à 50 € la tonne, 60 € la tonne, 100 € la tonne. Et ça donnerait de la compétitivité en plus à la transition agricole et ça permettrait de financer par le marché la transition agricole. Voilà, donc tout ça, ça doit s'aligner. Nous, on a un acteur, on doit absolument avancer sur le sujet et on veut montrer l'exemple à l'ensemble de l'écosystème français. Voilà. Je ne vais pas faire plus long parce que je crois que ça fait 12 minutes et quand je suis parti, j'en ai pour 20 minutes. C'est pas grave, en tout cas, on a beaucoup Je voulais vraiment insister, c'est que la crise aujourd'hui, c'est une opportunité, on peut y avancer et on est en train de le démontrer sur les enjeux à 1,3 milliard. Donc voilà, merci. Merci beaucoup Thierry, on peut l'applaudir.